ces attentes, elles se développent au cours du temps. Et donc, elles nous amènent à construire une vision de la personne. Cette vision, évidemment, elle va guider nos comportements. Donc, elle va nous amener, peut-être, à favoriser le développement de ces compétences-là, de ces caractéristiques-là, chez l'enfant. Alors, c'est pas magique. Ça se passe pas comme ça. Pourquoi le père Williams, en pensant que ses gamines seraient numéro 1 et 2 mondial, il a fait en sorte qu'elles se révèlent effectivement numéro 1 et 2 mondial? Tout simplement, les attentes qu'il avait, la perception qu'il avait de ses enfants, l'ont amené à se comporter d'une manière particulière. Donc, sans doute qu'il les a fait s'entraîner dur, sans doute qu'il les a mis dans des situations où elles ont pu progresser, elles ont pratiqué beaucoup, elles ont arrêté leurs études, etc. etc. Donc, le processus de cet effet-là, il est simplement de dire mes idées sur les personnes dont je m'occupe, enfants ou entraînés si je suis coach, elles m'amènent à me comporter d'une manière qui va peut-être amener ces idées à se réaliser. Donc si mes idées au départ sont justes, tout va bien, et si je pense que mon gamin a un potentiel exceptionnel, qui va être numéro 1 mondial, que je traite comme ça, effectivement il devient, là c'est bonus. Par contre, si je suis persuadé que mon gamin est un moins que rien, est un feignant, il ne travaille pas, je vais probablement me comporter d'une manière qui va renforcer. Et c'est là que ça pose problème. Donc, voilà. Donc j'ai résumé ça, j'ai trouvé cette phrase que je trouve intéressante, qui résume bien le processus dont je viens de parler. Elle est un peu longue, mais elle est jolie. Alors, je vous présente maintenant les résultats d'une étude que j'ai pu conduire qui teste un petit peu cette hypothèse. La question, c'était de savoir quel pouvait être le lien, justement, entre l'image qu'avait une mère de la compétence de son gamin et le réel sentiment de compétence de l'enfant. Autrement dit, quel est le lien entre la confiance en soi de l'enfant et ce que la mère pense de lui par rapport à sa compétence sportive. C'était en général un sport et pas spécifique à une activité, puisque les gamins étaient, entre guillemets, des enfants d'école élémentaire, donc ils pouvaient pratiquer différentes activités. Donc, bon, quelques infos sur l'échantillon, c'était des petits, ils avaient autour de 10 ans. Alors, on a rajouté comme autre mesure, évidemment, la performance physique. On se doute bien que le gamin, il a d'autant plus confiance en ses capacités sportives qu'il est effectivement plus fort que les autres. Donc il court vite, il saute plus haut que les autres, il lance la balle plus fort, etc. Et donc, la question qui se posait, c'est savoir, en gros, le gamin, sur quoi il se base, finalement, pour savoir qu'il est compétent, pour estimer son niveau sportif. Est-ce qu'il se base sur ses performances réelles, ou est-ce qu'il se base plutôt sur ce que sa mère pense de lui? Et les résultats sont sans ambiguïté sur ce point. Je précise que c'est quand même des gamins de 10 ans, d'accord? C'est des petits, après ça change. Mais les résultats indiquent clairement qu'à cet âge-là, l'enfant, et c'est démontré, c'est publié statistiquement, tout va bien, l'enfant, en gros, il accorde beaucoup plus de crédit à ce que sa mère pense de lui qu'à ses performances réelles pour évaluer son niveau sportif. Ce qui veut donc dire que si vous êtes confronté à des gamins qui se dévalorisent, ou vous trouvez qu'il y a un décalage important entre ce qu'ils font sur le terrain et puis comment ils se perçoivent, peut-être qu'une des voies explicatives, ça peut être ça. C'est-à-dire des parents qui dévalorisent, souvent d'ailleurs avec une volonté louable, c'est-à-dire je ne vais surtout pas dire à mon gamin que ce qu'il fait c'est bien parce qu'après il va se relâcher. Donc je lui dis sans arrêt, mais non, tu peux progresser, tu peux faire mieux, etc. Oui, sauf que vous voyez qu'au final, l'image qu'on renvoie à son gamin, elle est intégrée. Donc ça peut poser problème. Alors, deuxième processus que je développe rapidement, c'est ce qu'on appelle le modelage social. Le modelage social, le poids des modèles, c'est le même terme. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que, et là encore ça marche aussi bien pour l'entraîneur que pour les parents, le jeune il est soumis dans sa famille à des modèles de comportement. Ses parents, c'est ses premiers modèles. Autrement dit, tout ce qu'il voit, il va pouvoir l'observer et imiter. Donc si c'est dans la famille sportive, ça veut dire que le gamin va voir ses parents courir, prendre des douches en rentrant de l'entraînement, valoriser l'activité physique, donc il va intérioriser des valeurs, il va intérioriser des perceptions de soi tout à fait conformes à ça. Par contre, s'il est dans la famille mangeur de glace, il va se produire la même chose.
il va aussi intérioriser ces habitudes-là, cette conception de la nourriture, cette conception du rapport à l'effort, par exemple, identique pour le football américain, voire pour d'autres pratiques encore plus surprenantes. Et l'idée c'est de dire, je suis soumis à des modèles dans le cadre de la famille et aussi dans le cadre de l'entraînement. Ces modèles, ils ont un impact sur moi, puisqu'ils sont porteurs de valeurs et ils sont porteurs de symboles que je vais intérioriser, d'autant plus que j'y suis confronté. Alors, deuxième question, maintenant qui m'intéresse, comment est-ce que les parents peuvent amener l'enfant à se sentir autonome, puisqu'on a dit que ce sentiment d'autonomie était source de motivation. Donc si je veux les motiver, il faut que j'essaye de favoriser cette autonomie. Alors, la question qui se pose là, c'est quel comportement faut-il rechercher? Quels sont les comportements efficaces? Alors on utilise la notion de climat pour expliquer un petit peu la tonalité, si vous voulez, l'ambiance qui va régner dans la famille. Alors pour que ce soit plus concret, je vous propose quelques dimensions qui sont les principales retenues dans la littérature sur ces questions. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Des parents investis, ce que vous connaissez probablement, c'est les bénévoles, les gens qui tiennent la table de marque, qui sont toujours prêts à emmener les gamins, qui donnent un coup de main. Voilà, c'est des gens qui font vivre le club. Deuxième dimension, l'encouragement, la compréhension. Là, on est plus sur une modalité, une tonalité affective, c'est-à-dire est-ce que les parents prennent du temps pour discuter avec l'enfant, savoir ce qu'il a vécu, partager ses émotions avec lui, s'intéresser à ce qu'il fait. Troisième dimension, et comportement contrôlant. Donc là, on est dans le cas où on a des parents qui vont dicter des conduites à tenir, des comportements à produire, qui vont être très dirigistes, très directifs. Dernier type de comportement qu'on observe, la pression. Des parents qui se focalisent sur le résultat sportif et qui donc, d'entrée de jeu, souvent, tôt dans le développement, mettent une pression sur les résultats. Donc, ça c'était juste d'un point de vue théorique. La question donc maintenant c'est quel est l'effet de ces comportements. Alors, rapidement, l'idée toujours sur ce sentiment d'autonomie, l'investissement des parents, c'est un peu à double tranchant. Des parents qui sont hyper investis dans la vie du club, c'est bien parce que c'est souvent valorisant pour l'enfant, mais en même temps ça peut être aussi perçu comme une contrainte. Parce que le jour où l'enfant il a envie de passer au judo alors qu'il faisait du foot, peut-être que ça sera rendu plus complexe par le fait que ses parents sont très très investis dans ce club-là. Inversement, si on est toujours sur le premier, si on est sur des parents qui sont sous-investis, au contraire, ça veut dire manque d'intérêt, et donc ça veut peut-être dire aussi sentiment d'autonomie, bof, ils n'ont un peu rien à faire de ce que je fais. Donc l'idée c'est que sur ce point, entre guillemets, l'autonomie elle est optimale quand il y a un investissement ni trop ni trop gros, juste ce qu'il faut. Ensuite sur l'encouragement à la compréhension, ce à quoi on peut s'attendre, c'est plus les parents vont passer le temps à discuter, à expliquer, à comprendre, à écouter l'enfant, plus globalement ça favorise le sentiment d'autonomie. Et par contre, sur les deux dernières variables, comme vous pouvez vous en douter, elles ont plutôt des effets évidemment négatifs. Donc les parents qui vont être contrôlants, les parents qui vont mettre la pression, évidemment vont aller à l'encontre de ce qu'il faut par rapport à la motivation de l'enfant. Attention, je parle d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que il peut y avoir des contre-exemples, des parents contrôlants, peut-être que ça peut manifester aussi un intérêt à l'égard de l'enfant. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que trop de pression, trop de feedback du type « fais ce que je dis », t'occupe pas du vélo-pédale, où on valorise la soumission à l'autorité, ça en général, c'est pas possible. Alors, je